Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition. Nous nous excusons vraiment pour ce retard, indépendamment de notre volonté, des problèmes techniques, les problèmes aussi que peuvent rencontrer nos correspondants et surtout notre invité. Vraiment, veuillez comprendre ce retard et nous nous excusons vraiment. Et nous commençons cette édition d'aujourd'hui avec un peu de retard, mais nous allons quand même récupérer. Et nous allons être ensemble pendant ces moments. Nous remercions ceux qui nous suivent à travers YouTube, à travers Twitter, à travers Facebook, à travers aussi Instagram pour suivre notre programme d'aujourd'hui. Comme vous avez vu dans notre affiche, nous recevons aujourd'hui honorable Maître Dorothée Madia. Bonsoir, honorable, désormais. Oui, bonsoir, bonsoir, Jean-Pierre, bonsoir. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous. Nos spectateurs et téléspectateurs sont contents de vous voir aujourd'hui pour la première fois dans Dialogue avec Visuel, de voir un qui était aussi déjà invité dans les spaces, que l'audio. Aujourd'hui, vous pouvez l'avoir en direct sur Dialogue avec Visuel. Et nous allons donc passer du temps avec elle aujourd'hui, mais aussi avec les habitués de ces dialogues avec nos correspondants que vous allez découvrir avec les temps. Et en attendant que nous puissions recevoir notre invité, nous allons essayer de faire d'abord le tour de nos correspondants pour voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et puis nous allons revenir à notre invité. Nous commençons aujourd'hui par notre invité qui habituellement est plutôt en France, même pour le moment, il se retrouve plutôt... je ne sais pas s'il est rentré, hein, je le vois sourire. Il devrait être normalement à Oxford. Et nous allons suivre un peu le nouvelle avec le professeur Alfred Chango. Alors, quelles sont les nouvelles que vous nous apportez aujourd'hui, professeur Alfred? Merci beaucoup, Jean-Pierre, et puis merci beaucoup aussi à notre invité, la députée Dorothée Madia. Alors, quelle nouvelle? Bon, mais déjà ici à Oxford, il pleut des cordes depuis un bon moment, comme si le ciel voulait compatir à la triste nouvelle qui secoue tout le Royaume-Uni, c'est-à-dire l'annonce du cancer du roi Charles, et qui, à peine 18 mois après son couronnement, a d'abord été opéré pour une hypertrophie de la prostate, et puis des prélèvements qui ont été faits après cette intervention ont révélé effectivement qu'il avait un cancer. Et donc, ça suscite un émoi énorme ici au Royaume-Uni. En tout cas, les messages des Britanniques, d'où qu'ils viennent, d'où qu'ils soient, de quelque condition que ce soit, tous sont pour un prompt rétablissement de Sa Majesté Charles, qui a commencé son traitement de chimiothérapie. Ses deux enfants, il a informé ses deux enfants. Harry est dans l'avion pour venir aussi l'assister pendant ce moment très compliqué de son règne. Donc voilà la nouvelle principale, mais qui se télescope avec une autre très bonne nouvelle, c'était la reprise, la réouverture du Parlement de Belfast à Stormont, en Irlande du Nord, où deux femmes, pour la première fois, ont été nommées première ministre. La première, elle est issue du parti nationaliste Sinn Féin et qui avait combattu l'autre parti dont la
première ministre aussi a été nommée. Et dans leur message à toutes les deux, en tout cas, elles ont tenu à rappeler une chose, l'histoire qui les a opposés pendant 3 décennies. On connaît les massacres de Londonderry dans les années 70, l'IRA, qui était la branche armée justement des indépendantistes nord-irlandais, et ensuite les unionistes qui sont pour le rattachement à la Grande-Bretagne. C'était la querelle entre aussi catholiques et protestants. Aujourd'hui, ils sont appelés à travailler ensemble. J'ai beaucoup apprécié le discours des l'une comme de l'autre, disant on assume notre passé. Si on ne peut pas agir sur notre passé, on peut changer l'avenir. Donc voilà le discours qu'ils ont prononcé toutes les deux en disant qu'elles allaient travailler ensemble, main dans la main, pour l'Irlande du Nord. Enfin, une note aussi un peu sportive. On a vu justement Arsenal écraser Liverpool, et puis hier Manchester City battre Brentford, et Brentford c'est l'équipe de notre léopard Wissam, qui a perdu 3-1, et donc ça nivelle le niveau du championnat anglais. Voilà un peu les nouvelles que je pouvais donner à partir d'Oxford. Je dirais juste pour mon petit plaisir, bon, l'Olympique de Marseille que je supporte a été aussi battu par Lyon, donc ça nous a mis dans tous nos états, en France en tout cas, tous les supporters de l'Olympique de Marseille. En tout cas, merci beaucoup pour ces nouvelles combinées entre la Grande-Bretagne et aussi la France. Nous souhaitons un bon rétablissement, évidemment, entre la Grande-Bretagne et la France. Nous souhaitons un bon rétablissement au roi qui est malade. Je suppose que les médecins et Dieu vont l'aider à se rétablir. Alors, je ne sais pas si honorable maître Dorothée Madi a suivi un peu quelques nouvelles pour donner d'abord un peu de commentaires, et puis alors nous allons revenir à elle. Alors, honorable, vous avez suivi un peu quelques nouvelles qui nous viennent de la Grande-Bretagne? Bon, je vais vous raconter une petite réalité de chez nous. Donc, pendant qu'on est connecté, j'ai eu coupure d'électricité. Donc, j'étais obligé de demander qu'on puisse rallumer les groupes. Bon, ça, ce sont nos réalités. Et voilà, c'est notre quotidien. Donc, ce qui fait qu'une partie m'a échappé. Voilà, ça c'est la réalité congolaise. On l'accepte. Heureusement, on arrive quand même à vous voir. On a un peu de chance. Voilà, heureusement que les groupes ont pris le relais. Sinon, vous allez perdre et la connexion et aussi... donc, non, pour la connexion, c'est bon. Mais c'était vous serez dans l'obscurité. Alors, voilà. Nous allons parler de vous. D'abord, salutations. Et si vous pouvez d'abord saluer les gens qui nous suivent et puis qui sont aussi là pour vous suivre. Et puis alors, nous allons commencer un peu un petit dialogue, hein, pas un petit, mais un dialogue avec vous en attendant. Oui, déjà, avant toute chose, j'aimerais d'abord m'excuser auprès des auditeurs, puisque je sais que nous avons commencé en retard, je pense, de 15 minutes, c'est énorme. Et pour ça, je présente mes sincères excuses. J'espère que les aléas de notre quotidien à Kinshasa feront que la prochaine fois où je serai invité, que je puisse m'y prendre à temps pour ne pas tomber dans ces aléas. Voilà. Merci beaucoup, honorable. Nous allons parler un peu de vous. Hein. La fois passée, quand je vous ai reçu, c'était maître Dorothée Madi. Aujourd'hui, nous devons nous habituer à honorable maître Dorothée Madi. Il fait un peu chaud à Kinshasa, hein, ça se voit. Oui. Alors que nous avons un peu plus de froid ici, mais ça va. Et alors, nous allons un peu parler de vous, votre itinéraire qui vous a conduit de votre travail appréciable hein, d'avocate. Et maintenant,
vous êtes député donc, à l'Assemblée nationale. Ce parcours-là, nous allons un peu voir ce qui s'est passé dans votre parcours pour que vous puissiez décider de vous engager dans la politique active. Et peut-être vous étiez fatigué, une question comme ça pour vous déranger un peu, maître, vous étiez fatigué d'être avocate? Non, non, je ne pense pas que je sois fatiguée d'être avocate. C'est juste, comme vous le savez, dans la vie, à un certain moment, il y a des tournants qui arrivent. Et je pense qu'après avoir exercé pendant 28 ans, parce que j'ai quand même 28 ans de barreau, j'aurai 28 ans le 22 mai de cette année, je me suis dit, après avoir acquis une longue expérience dans l'exercice de ma profession d'avocat, je voulais faire autre chose, non pas en abandonnant ce que je fais déjà aujourd'hui, mais avoir un engagement sérieux pour servir mon pays autrement. Puisque vous savez, souvent il y a une question qui m'était posée et qui m'interpellait aussi. Oui, mais ce que vous faites, il faut travailler aussi pour le pays. Mais chaque fois je répondais, mais en étant avocate, je travaille pour le pays. Et là, c'était plus des attaques, souvent lorsqu'on négocie des contrats, puisque comme vous le savez, je suis spécialisée dans les mines, donc c'est des questions assez importantes et sérieuses et cruciales. Et souvent, vous voyez, il y a ce genre de petites piques qu'on vous lance. Ah oui, maître, il faut travailler pour le pays. J'ai dit oui, je travaille pour le pays, mais je défends les intérêts de mes clients. Alors, je voulais élargir cette défense des intérêts, non pas seulement à mes clients, mais à tout Congolais. Puisque, comme vous le savez, l'avocat, il représente, assiste, défend les intérêts. Les députés aussi, il fait la même chose, mais au niveau national pour tout le monde. Pas forcément des personnes qui vous ont élus, puisque là, nous parlons des électeurs qui nous portent à l'Assemblée, mais les Congolais en général, et en particulier les Congolais de votre circonscription. Donc, je me suis dit, pourquoi pas élargir maintenant mon champ d'action en défendant tous les Congolais sur le sujet qui les concerne au quotidien. Voilà. Et voilà, c'est ce qui vous a amené donc à postuler et nous allons analyser petit à petit au cours de ce dialogue. Mais nous allons peut-être un peu voir quelques images ramassées de votre élection et la joie qui s'en est suivie. Et puis, nous allons continuer notre dialogue. Et donc, on a commis au Yabisabino et le 20, on votait Fatih, et vous votez maman. Kishasa Mohamba. Madia Mwamba Dorothée Abbé. Dorothée Matia, Dorothée Matia. À côté, à côté. Dorothée Matia. Voilà, Tikazela. Dorothée Matia. Oh, Malendo. La victorieuse, c'est moi en bas. Une femme au milieu des hommes. C'était une grande lutte, un grand combat. Il s'agit bien de Dorothée Matia. Maître Dorothée Matia, quelle est votre satisfaction? C'est juste un sentiment de satisfaction. Les résultats d'un travail qui est bâti pendant des mois. Je ne peux que remercier Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée d'être élu. Et voilà, vous voyez les résultats. Quand on est aimé par sa base, c'est ce que ça donne. Et voilà, nous allons suivre un peu un petit résumé de votre victoire combiné avec aussi le temps de joie de vos électeurs. Ouais. Une question d'abord avant de passer à autre chose.
Oui. Est-ce que c'était facile de battre campagne comme ça pour la première fois, je suppose, parmi les habitués déjà aux élections? Est-ce que c'était facile? C'est une question simple d'abord. Hein? Est-ce que c'était facile? Non, ben, vous savez, déjà, c'était pas facile de battre campagne puisque déjà, il y a plusieurs candidats. Dans ma circonscription, je pense qu'il y avait au moins 887 candidats, si je ne me trompe pas, pour 11 sièges. Et le résultat que vous avez vu là, c'est un travail que j'ai commencé de longs mois en avance. Je n'ai pas attendu les 30 jours de campagne pour commencer à faire ce travail-là, puisque déjà en 30 jours, ce n'est pas évident d'atteindre tout le monde. Donc, ce travail, je l'avais commencé avant. J'y ai mis vraiment donc, tout mon temps. Donc, c'était ce qu'on appelle la pré-campagne. Voilà. Donc, la pré-campagne, on l'a commencé une année et demie avant. Donc, on y a mis tout notre temps, tous les efforts. Nous n'avons ménagé aucun effort pour pouvoir aller vers nos potentiels électeurs, les convaincre, les fidéliser et les amener jusqu'à nous porter aux urnes, puisque ce n'est pas facile. Donc, ça demande beaucoup de temps, d'énergie. Et je pense que dans l'image que vous avez vue là, la campagne, je ne l'ai pas bâtie seule. Toute la famille m'a accompagné. Je crois que vous avez suivi mon fils quand il dit « Votez Fachi, votez maman ». Voilà. Donc, c'était émouvant déjà de les avoir impliqués. Ils sont venus pour ça, puisque lui, il est étudiant aux États-Unis à Minneapolis. Je voulais leur faire vivre les réalités de leur pays. Et ma fille est venue aussi. Elle est étudiante à Paris. Donc, tous les deux, ils étaient là. Le papa était là aussi. Donc, toute la famille, on s'y est vraiment mis. Pour les enfants, c'était vraiment pour qu'ils puissent s'imprégner des réalités du Congo, qu'ils puissent avoir l'amour de leur pays. Et voilà, donc ils l'ont fait. Et ça a été bien, ça a été émouvant. Tous ces facteurs ont fait que ça a rendu quand même votre campagne un peu plus soft, donc un peu plus léger, malgré toutes les difficultés possibles qu'on rencontre pendant la campagne électorale. Oui, c'est vrai, puisqu'il y avait quand même ces soutiens moraux, oui, des enfants, des pères, ils étaient là. On partait le matin, on revenait à 3 heures du matin. Je l'ai fait des mois avant et pendant tout le temps des campagnes. C'était pas facile. Je me souviens encore, le jour du vote, j'ai dormi à même le sol à Kinshasa. Donc, c'était tellement fatigué puisqu'il fallait être à l'écoute, suivre un peu comment ça se passe, la ronde que tout le membre de l'équipe de campagne était en train de faire. Donc, ce n'était pas évident. À un moment, il y a eu un moment d'épuisement et je ne me suis pas rendu compte. J'ai dormi à même le sol sur une natte. Voilà. Voilà, nous allons encore revenir sur ça, mais pour le moment, honorable, la tendance pour moi, c'est toujours maître Dorothée. Oui, ça fait le deux, hein, l'avocat, les deux ensemble, en fait, maintenant, on doit combiner les deux. Alors, nous allons revenir à vous, le temps d'entendre la pensée du jour qui devait normalement commencer. Il y a eu un petit problème technique, et donc nous allons écouter d'abord la pensée du jour, et cette fois-ci, je crois que vous allez bien suivre avant de revenir à vous. Vous allez aussi donner votre petit commentaire de la pensée du jour avec Madame Patricia. Et bonsoir Père Jean-Pierre, bonsoir Honorable Dorothée, bonsoir. Bonsoir Madame Patricia. Bonsoir. Alors, la pensée du jour aujourd'hui, j'ai réfléchi un petit peu sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, ça s'intitule « Penser contre soi-même ». Pourquoi essayer de penser contre soi-même est essentiel, particulièrement aujourd'hui. Quelqu'un qui dit au milieu d'un débat « J'ai tort, tu as raison », on voit cela rarement et surtout sur les réseaux sociaux. Penser contre soi-même, c'est une démarche d'altérité qui suppose de s'intéresser aux idées des autres
C'est un travail quotidien qui demande de ne jamais vouloir bloquer, figer sa pensée et de faire en sorte que la pensée soit dans un rapport de négation de soi à soi. C'est une tâche extrêmement dure qui demande de ne jamais s'asseoir sur ses propres connaissances et de ne pas se complaire. Quand on débat avec quelqu'un, est-ce que le but, c'est d'avoir raison, d'écraser son interlocuteur, de le torpiller? Non, je ne pense pas. Ou le but, c'est de tout faire pour se rapprocher à deux de quelque chose qui s'apparenterait à la vérité ou à une pensée qui soit la plus construite possible. Et ça suppose de savoir dire à un moment du débat ou de sa vie, écoute, j'ai tort, tu as raison, ton argument gagne. On observe, personnellement, moi j'observe rarement ça sur les réseaux sociaux et même dans notre vie quotidienne de tous les jours. Il y a des exceptions, bien sûr, mais ce n'est pas ce qui est valorisé dans les espaces de discussion, notamment au sens politique du terme. Pour vous qui êtes en politique, ça va être un peu compliqué et difficile pour vous en termes de débat, etc., puisque la société, notamment congolaise, fonctionne dans une sorte de magnétisme un peu figé comme ça. Bon, bref, on en reparlera plus tard. En conclusion, penser contre soi-même, c'est une éthique de vie et la définition même de la philosophie qui suppose de s'intéresser aux autres et de ne pas s'opposer de manière stérile et ferme à des discours et d'écouter les autres sur tout ce qu'ils ont à dire. Merci. Voilà, merci beaucoup, Madame Patricia. Comme vous avez remarqué, notre honorable Dorothée Madi est dans le noir. On peut soupçonner, supposer qu'il y a encore coupure. On espère qu'elle est entrée en mode de... Non, je pense que... Attends, là, je vous entends, mais il n'y a pas coupure. Déjà. Ah oui, mais puisqu'on ne vous voit plus, il doit y avoir quelque chose. Mais au moins, vous nous écoutez, ça c'est déjà bien. Alors, vous avez sans doute suivi la pensée du jour. Hein, heureusement qu'il y a... Voilà, vous êtes revenu. Merci beaucoup. Hein. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est les téléphones qui ne me... Ah oui, ça va. C'est bon, ça y est. Voilà. Alors, vous avez suivi la pensée du jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites, Madame Dorothée? Bon, là, tout de suite, ça m'interpelle, moi, puisque je pense que mon caractère, j'accepte difficilement la pensée des autres. Je dois être franc. Ce n'est pas parce que je me dis que je connais tout ou que je maîtrise tout, mais c'est plus que je suis une autodidacte. Je pense que j'ai commencé ma carrière déjà d'avocate. Je n'avais pas eu de maître de stage approfondi. La première note de plaidoirie que j'ai rédigée, j'avais fait du copier-coller. Je me suis auto-formée. C'est ce qui fait que des fois, j'ai du mal à accepter les arguments des autres, surtout au cours d'un débat, puisque bon, souvent j'ai raison, d'ailleurs. J'ai souvent tort rarement. Et quand j'ai tort, je ne le dis pas de manière ouverte, mais c'est plus par l'attitude que je vais adopter. Soit je ne parle plus, je vous écoute, mais je ne dirai pas forcément vous avez raison. Donc c'est maintenant à vous de détecter par la posture que je vais adopter, que je vous ai suivi et que je vous ai donné raison. Mais ça ne sort pas comme ça, de manière aussi claire, oui, c'est bon, tu as raison, oui, c'est comme ça. Non, ça, ce n'est pas mon caractère, ça, ce n'est pas moi. Voilà, merci, donc, merci beaucoup de cette pensée-là. Hein. Elle m'a été destinée, puisque je dois apprendre à écouter les autres. Vous voyez, au barreau, c'est différent. Là, c'est une bagarre. Hein. Donc, vous avez votre point de vue que vous essayez à tout prix à faire accepter par la partie adverse. Mais je pense qu'au Parlement, ça doit se passer différemment. Et ça, c'est ce que je dois faire, être plus à l'écoute. Et puis, bon, en politique aussi, je pense qu'on me dit qu'il faut beaucoup plus écouter. C'est l'exercice que je suis en train de faire. Voilà, espérons. Hein. Bon, merci beaucoup. J'espère que
La pensée du jour de Mme Patricia Temouni vous a interpellé évidemment et nous vous remercions pour la sincérité de ce que vous êtes. Hein. C'est vraiment une franchise. C'est comme si vous avez lu à travers les lignes. Alors, nous allons revenir à vous. Les élections, quand on parle des élections, c'est la campagne électorale, c'est surtout aussi l'argent. Alors, comment ça s'est passé du point de vue financement, par exemple, de la campagne électorale? Honorable. Bon, du point de vue financement de la campagne, là, c'est comme je vous dis, l'engagement, je l'ai prise. Je savais que la campagne, ça demande de l'argent, beaucoup de moyens. Et si vous voulez atteindre un grand nombre de personnes, il faut vraiment faire un marketing politique assez poussé. Et c'est ce que je fais. J'avais pour principe, je disais à mon équipe de campagne, je vais vous surprendre, je n'avais pas de directeur de campagne. C'est moi-même qui a dirigé ma campagne. C'est moi-même qui a tout coordonné. J'ai lancé des idées et mon équipe avait un coordonnateur à qui je disais, faites ceci, donnez ceci, mais les idées venaient de moi. Ils étaient presque surpris. Oui, mais honorable, peut-être, il ne faut pas fouiller ma question. Je parle de financement, puisque quand on voit les images... non, mais je vais y arriver. On voit les images, là, honorable, c'est quand même... Non, je vais y arriver. Le financement, moyen, hein. Comme vous le savez, moi, je suis avocate, donc je gagne quand même assez bien, il ne faut pas se les cacher. À travers ma avocat, j'ai assez bien ma vie, donc j'ai dit avoir des moyens pour pouvoir battre ma campagne comme il le faut, parce que c'est quelque chose que ce n'est pas une décision que j'avais prise comme ça en l'air. Donc moi-même, j'ai financé ma campagne, je dirais à 80%, puisqu'il ne faut pas perdre de vue que je fais partie du parti AREP, Agissons pour la République, et nous avons un regroupement où les candidats du parti ont été alignés. Donc mon parti a pris aussi en charge une partie de la campagne, mais la grande partie, je l'ai fait moi-même. Voilà, merci beaucoup. Hein, c'est pour avoir des idées, puisque nous autres, nous n'avons jamais battu campagne. Nous avons suivi différents candidats pour qu'on essaie un peu de voir comment ça se passe. C'est ce que j'avais dit, hein, cet itinéraire. Oui, mais bon, vous voyez, par exemple, lorsqu'on, dans les partis, puisque moi, j'étais chargé des questions électorales, donc la plupart des candidats de mon parti, c'est moi qui ai fait l'étude des dossiers, je les ai alignés, j'ai présenté à la centrale électorale du parti, donc je venais défendre pourquoi tel candidat est retenu, pourquoi pas tel autre. Donc ça, déjà, c'est le parti qui a pris en charge le paiement de la caution. Donc, les partis, qui dit parti, c'est le regroupement, le paiement de la caution, et puis l'accompagnement aussi, tout ce qui était visuel. Je pense que dans les images, vous avez vu des drapeaux. Ça, c'est les partis. Ça dit avoir aussi un grand coût pour les partis et le regroupement. Donc, le parti a pris en charge tout ce qui est visuel, notamment le drapeau du parti, tout ce qui est polo, du regroupement. Ça a été pris en charge par les partis. Les partis nous ont fourni aussi en pagne. Et ça, c'est aussi un coût énorme. Mais le reste, c'est tout ce qui était lié au quotidien. Il faut nourrir déjà l'équipe de campagne. Il y a un resto du cœur qui continue d'ailleurs jusqu'à sur les gens qui sont dans les besoins. Donc, j'ai servi au moins minimum 300 plats à 500 plats par jour. Alors, honorable, nous allons revenir à vous, puisque je vois ici le signal de votre, disons, connexion est un peu faible. C'est comme ça qu'on vous voit aussi, en espérant que ça va revenir. On va revenir à vous, hein, donc c'est vous l'invité principal aujourd'hui, puisqu'il faut que les gens vous voient bien, voient bien leur honorable. L'air député, la connexion fait un peu défaut maintenant, mais ça va bien revenir et puis nous allons revenir à vous. Le temps d'aller en Italie, au Vatican aussi, pour avoir un peu quelques nouvelles avec notre correspondant, c'est le père Stanislas Kambashi Mbeshi. Alors, Stani, bonsoir.
Bonsoir, Père Jean-Pierre. Bonsoir, honorable Dorothée. Bonsoir à tous les intervenants, aux auditeurs, aux auditrices. Merci pour la parole. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, ça va, ça marche. Merci. Alors, quelques nouvelles du Vatican ces jours-ci. Le pape François est en pleine réunion avec les conseils des 9 cardinaux qu'on appelle les C9. C'est un organe mis en place par le pape François lui-même depuis 2013 et qui a pour fonction de l'aider dans le gouvernement de l'Église universelle, mais spécifiquement dans la réforme de la curie romaine. Et dans cet organe, nous sommes représentés avec fierté. Le cardinal Fridolin Ambongo représente toute l'Afrique et le cardinal Ambongo qui a succédé au cardinal Laurent Monsengo qui représentait aussi en son temps toute l'Afrique. Donc, une fierté pour la RDC. Alors, quel est le thème du jour? Le thème au centre de leur réunion, c'est le rôle et la contribution des femmes dans l'Église. Un rôle assez discuté. Et je suis content qu'aujourd'hui, l'invité principal soit une femme, même si, bon, je ne sais pas si elle a des problèmes de connexion, mais au moins, voilà, le rôle et la contribution des femmes dans l'Église. C'est un thème qui avait déjà été abordé depuis le mois de décembre et qui continue donc à être abordé. Et au cours de cette réunion ont été invitées quelques femmes, les religieuses qui enseignent ça et là, et aussi... Non, allez-y. Et aussi des représentants de la communion anglicane, donc des anglicans. Et donc, nous savons que dans l'Église catholique, comme dans la société, les femmes apportent beaucoup. Elles ont une grande contribution, mais parfois, les rôles et la contribution de la femme ne sont pas appréciés à juste titre. Et donc, le pape François est dans cet effort, dans cet élan de vouloir valoriser davantage les rôles et la contribution de la femme dans l'Église. Et durant les pontificats du pape François, on a vu des grandes nominations ici au niveau du Vatican, avec des femmes qui sont devenues des secrétaires, des dicastères. Dans un langage un peu profane, on parlerait des vice-ministres, ce qui serait quelque chose d'étonnant, en tout cas avant le pape François, mais ce sont des choses qu'on voit ces jours-ci. Donc ça, c'est côté Vatican, une actualité. Une autre, c'est une grande assemblée plénière qui se tient ici, organisée par les dicastères pour les cultes divins et la discipline des sacrements. C'est les dicastères, l'organe qui traite des célébrations liturgiques, comment faire, comment éviter les excès et comment mieux célébrer. Et plusieurs représentants des différentes nations sont là. Et pour la RDC, il y a aussi un liturgiste, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, évêque de Kenge, qui représente le pays. Et donc, j'ai rencontré beaucoup de représentants aussi africains. Et voilà, c'est une autre actualité qu'il y a là, à l'occasion des 60 ans des Sacrosanctum Concilium, un document important du Concile Vatican II. Alors, je sors du Vatican pour parler de l'Italie, quelque chose qui sévit ces jours-ci, la colère des agriculteurs. Vous avez suivi un peu partout, ça a commencé en Allemagne, en France, au Portugal, en Espagne, en Grèce, et maintenant c'est en Italie. Les agriculteurs sont en train de faire des manifestations. Ils trouvent que les règles de l'Union européenne sont très restrictives par rapport à leur travail, à leur production. Ils produisent beaucoup et ne savent pas écouler à cause des normes de l'Union européenne. Ils produisent cher, mais ils doivent vendre à moindre coût. Et cela aussi les empêche de bien faire des bons résultats. Et un autre motif, c'est l'écologie. Voilà. Donc, l'Union européenne impose aux agriculteurs des normes pour respecter la transition écologique. Et les agriculteurs trouvent que ça les empêche de bien travailler. Alors, aujourd'hui, il y a eu 1500, on parle de 1500 à 2000 tracteurs qui sont venus à Rome pour manifester contre ces règles de l'Union européenne. Alors, les analystes rappellent que l'Italie est la troisième force de production agricole en Europe, après l'Allemagne et la France. En 2022, l'agriculture a produit 71 milliards d'euros pour l'Italie. Et donc, si les agriculteurs se mettent en colère, ça met aussi à mal l'économie. Voilà pourquoi la première ministre Giorgia Meloni a réagi aussi contre l'Europe et donc en faveur des agriculteurs. Voilà un peu
pour les nouvelles du Vatican et de l'Italie. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Père Stanislas Kambashi, pour les nouvelles du Vatican et de l'Italie. Et en attendant, puisque c'est toujours le problème technique avec notre invité du jour, et problème technique aussi, problème de connexion à l'Internet. Alors, probablement qu'elle a suivi un peu les nouvelles d'Italie et du Vatican. Un petit commentaire, honorable Dorothée? Non, je n'ai pas suivi du tout. Il n'y avait pas de connexion. Aïe, aïe, aïe. Ça pose des problèmes. Il y a des moments où ça vient, ça ne vient pas. Bon, mais peu importe. C'est une occasion encore pour suivre pour le moment avant de revenir à vous. Hein. Les nouvelles comme ça après, puisque tous les correspondants voudront aussi échanger, dialoguer avec vous. Alors, nous allons aussi en Allemagne pour suivre un peu quelques nouvelles et puis alors nous allons revenir à vous en espérant que la connexion ne va pas vous trahir encore. Allez, notre correspondant en Allemagne. Voilà. Bonsoir Père Jean-Pierre, bonsoir cher honorable Madia et bonsoir cher monsieur Stani, hein, collègue depuis l'Italie. Deux nouvelles, hein, pratiquement deux nouvelles. On parle de politique aujourd'hui, donc j'ai sélectionné une news qui parle de la confiance que les jeunes Allemands ont de leur système politique. Selon une étude qui a été publiée par une fondation qui s'occupe des questions politiques, la fondation Bertelsmann, qui s'appuie sur des données d'enquête réalisées l'année dernière, hein, en Allemagne. 59% de jeunes entre 18 et 30 ans, hein, interrogés, font encore confiance au système démocratique. Donc ça, c'est une donnée qui place l'Allemagne quand même dans une bonne position parce que la moyenne des autres pays qui ont participé à cette enquête donne 50%. Donc 50% des jeunes des autres pays ont confiance encore au système démocratique. Toutefois, il y a une méfiance qui continue à grandir envers le système politique. La même enquête révèle que plus d'un jeune allemand sur deux ne fait pas confiance au gouvernement allemand, l'actuel gouvernement, donc le Bundesregierung. Et 45% de jeunes se méfient aussi du Bundestag, c'est-à-dire le Parlement. Disons que le Parlement, il y a encore un peu plus de confiance envers le Parlement que par rapport au gouvernement. Alors, ce rapport parle aussi du futur. Selon cette enquête, 36% des jeunes et 42% de personnes un peu plus âgées s'attendent à ce que la situation de cette confiance envers le monde politique puisse s'empirer. Par rapport aux questions de notre temps, surtout la question du changement climatique et du niveau de vie. Vous savez, ici en Allemagne, je le vis moi-même aussi, il y a une inflation galopante, donc les denrées coûtent très, très cher et les Allemands sont pessimistes sur le futur. Je retourne avec la deuxième nouvelle rapidement. C'est une nouvelle que nous avions déjà donnée ici sur Dialogue avec. On avait parlé des manifestations qui avaient vu des Allemands descendre des millions de personnes dans la rue contre l'extrême droite, contre en particulier l'idée qu'un parti allemand qui s'appelle AfD, Alternative für Deutschland, qui s'était mis ensemble avec des partis d'extrême droite pour penser un projet de rémigration qui consisterait à renvoyer même les citoyens allemands, mais d'origine d'autres pays, dans leur pays d'origine. Alors que la nouvelle est que lundi, hier, Francfort, la ville de Francfort, a vu manifester plus de 18 000 personnes. Bon, les manifestants parlent de 25 000 personnes, donc 130 organisations de Francfort ont pris part à cette manifestation, ont appelé les Allemands à descendre sur la rue pour manifester contre les projets politiques de l'extrême droite en Allemagne. Donc, c'est une série de manifestations qui continue et hier, c'était, disons, le tour de Francfort. Merci d'Aix-la-Chapelle. Alors, je crois qu'on a perdu le père.
Alors non, je ne suis pas perdu. Je dois résoudre beaucoup de problèmes à la fois. Donc, c'est les soucis techniques de notre invité du jour. Hein, ce n'est pas que je suis perdu. Alors, merci beaucoup hein, pour les nouvelles d'Italie, du Vatican et d'Allemagne. Ça nous aide beaucoup. Il nous reste encore un autre correspondant, mais nous allons d'abord reprendre notre invité du jour, hein, l'honorable Madila, pour encore essayer de voir son parcours hein, qu'il a mené donc, au Palais du Peuple pour représenter le peuple là-bas. Alors, honorable Madila, quand j'ai suivi un peu les gens dans la petite vidéo que nous avons suivie au début, il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé. Hein. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez compris cette phrase de vos électeurs qui parlaient de Mwasina Katia Mibali. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est comme si le travail des députés c'était pour les hommes et alors vous entrez là-bas pour lutter aussi ou bien quoi? Qu'est-ce que ça signifie en fait? On ne vous attend pas, hein? Je ne sais pas, il y a un petit souci là. Alors, nous avons un petit souci, hein? Nous avons un petit souci avec vous, honorable. Nous, on ne vous attend pas. Alors, il y a un souci, hein, jusqu'à ce qu'on puisse encore attendre l'honorable, puisqu'on ne l'attend pas. Hein, et je crois qu'il y a un petit souci avec son son. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Son micro, il faut activer le micro peut-être. Il y a un problème de micro. Alors, ce sont des soucis techniques. Hein, en attendant que l'honorable puisse résoudre ces soucis techniques. Ça va maintenant, honorable? Essayez un peu de parler, honorable. Donc, il y a un souci technique. Essayez de vous déconnecter, de vous connecter de nouveau et puis nous vous attendons. En attendant, nous allons prendre la direction d'Espagne pour écouter notre correspondant en Espagne, M. Yves Cacha. Alors, quelles sont les nouvelles d'Espagne? Hein? Il faut pas oublier de nous donner les nouvelles de Barça. Ben, rien que pour vous taquiner, vous avez fait match nul. Hein? Donc, la Ligue est relancée. Bon, pas relancé, nous sommes en première position encore. Ouais, mais pour combien de temps? L'histoire fait vivre. Hein. Alors, les nouvelles d'Espagne. Oui, bonsoir Père, bonsoir à votre invité, honorable Madir, et à tous les auditeurs et ainsi qu'aux correspondants. Les nouvelles d'Espagne, ce sont des nouvelles presque européennes. Hein. Partout, on a presque les mêmes informations. Je commencerai d'abord par l'Espagne proprement parler. L'hiver indien continue. Nous avons un temps formidable. Et comble de l'ironie, c'est que la sécheresse est en train de battre son plein dans une grande partie de l'Espagne. Des zones comme des provinces comme la Catalogne et l'Andalousie. Un instant, s'il vous plaît. C'est ça être papa, hein, on comprend, hein, donc ça fait partie du dialogue, voilà. Désolé. Je disais donc, oh, mon Dieu, désolé. Allez, va chez maman. Je disais donc il y a eu une sécheresse qui bat son plein dans les provinces de Catalogne et d'Andalousie. Preuve évidente du changement climatique. Et le gouvernement central est en train de prendre des dispositions pour, premièrement, faire arriver de l'eau potable à partir de l'Ebro, du fleuve Ebre et du fleuve Tajo vers l'Andalousie et vers Catalogne. Mais aussi, on est en train de prévoir la construction des usines de désalinisation. Ce sont des usines qui servent à filtrer l'eau de la mer Méditerranée en enlevant le sel et rendre l'eau plus ou moins potable, chose que je ne recommande pas. Et donc voilà un peu, ça c'est la première grosse nouvelle. La deuxième grande nouvelle, c'est
par rapport au feuilleton juridique qui est en train de prendre corps ici en Espagne avec les séparatistes catalans. En fait, c'est l'une des choses qui, pour moi, est en train de me marquer positivement sur l'intérêt d'avoir un système démocratique dans un pays. En effet, nous sommes en train d'assister à une lutte ouverte entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Et au sein même du pouvoir judiciaire, il y a une lutte qui est en train de se plasmer entre l'aile conservatrice du pouvoir judiciaire et l'aile réformatrice de ce même pouvoir. Et donc, le tribunal suprême est en conflit ouvert avec la Cour suprême d'ici en Espagne à travers leur procureur. Le procureur du tribunal suprême est en train de dire qu'il faut nécessairement ouvrir des enquêtes et conduire devant la justice M. Carles Puigdemont, le séparatiste catalan qui est réfugié à Waterloo en Belgique, alors que la Cour suprême est en train de dire qu'il ne trouve aucune preuve de la nécessité de conduire. Il n'y a pas d'indice suffisant pour pouvoir dire que Carles Puigdemont est impliqué dans le cas de soi-disant opérations terroristes qui auraient visé à éliminer le roi d'Espagne lors de son séjour en Catalogne. Donc, c'est vraiment une histoire qui est en train de prendre de l'ampleur, d'autant plus que dans le même contexte, aujourd'hui dans l'après-midi, le Premier ministre Pedro Sánchez a réaffirmé qu'il ne va pas, ou que son gouvernement ne va pas apporter de modifications au projet de loi sur l'amnistie qui a été soumis au Parlement. Donc, tout ça, c'est dans un contexte où l'extrême droite et la droite traditionnelle sont en train de torpiller les accords que le Parti socialiste et les indépendantistes ont eus pendant le mois de novembre et octobre de l'année passée. La troisième information, et ça coïncide avec ce que notre correspondant en Italie et le correspondant en Allemagne ont dit, actuellement le problème des agriculteurs est un problème global dans l'Union européenne. Ici en Espagne, il y a déjà des grosses manifestations. Ils ont même inventé un nouveau mot, la tractorada. Ça veut dire manifestation avec des tracteurs qui sont censés bloquer toutes les grandes villes d'Espagne. Donc demain, 20 provinces espagnoles seront, pour ne pas dire paralysées, seront asphyxiées parce qu'il n'y aura pas d'entrée, pas de sortie. Les agriculteurs se sont donné comme mot d'ordre de bloquer tous les accès aux grandes villes. Donc, Saragosse, Séville, Grenade, Madrid, Barcelone, Bilbao et compagnie, toutes ces grandes villes seront complètement inondées par les agriculteurs qui demandent une réforme. Autre chose qui coïncide avec ce mouvement, c'est que cela alimente les discours de l'extrême droite qui est essentiellement dirigé vers cet électorat, dans la mesure où ils sont en train de préconiser une sortie de l'Union européenne, un peu comme on l'a vu avec le Brexit. En tout cas, ici en Espagne, le parti Vox a déjà commencé à lancer ce genre de message auprès de son électorat. Donc, voilà un peu. Et concernant le sport, comme je vous disais au début, le Barça n'a pas encore perdu complètement espoir après le dernier match nul. Le Real Madrid a concédé à l'Atlético Madrid et après la victoire du Barça lors du dernier match du championnat. Voilà. Voilà, merci pour la consolation pour Barça. Là, je me réserve les commentaires, on fera ça en privé pour gagner en temps. Alors, nous allons essayer maintenant de récupérer notre invité du jour encore. J'espère que cette fois-ci, ça va aller, honorable.
vraiment, on croise les doigts pour que ça puisse marcher cette fois-ci, puisque nous sommes tout à vous, hein, et les correspondants, et tout le monde est maintenant pour vous. Alors, en suivant un peu la vidéo de votre victoire, il y a des gens parmi vos électeurs qui parlaient de Mwasi Nakati Yamibali. Ça signifie que la femme qui nous représente parmi les hommes, c'est une forme imagée de dire que voilà, pour devenir député, il faut être homme, ou bien il y a moins de femmes parmi tous ces hommes. Malheureusement, elle est déjà partie et elle va revenir rapidement, je suppose. Et ça, c'est, comme vous voyez, les conséquences de la connexion en République démocratique du Congo. On ne sait pas bien finir l'émission. Alors, Mwasi Nakati Yamibali, honorable, qu'est-ce que ça veut dire? Vous nous attendez maintenant, honorable Mwasi Nakati Yamibali. On voudrait un peu votre commentaire à ce sujet quand on a suivi vos électeurs parler de Mwasi Nakati Yamibali. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Il y a toujours le problème de... Elle nous attend presque pas. Est-ce que vous nous attendez, honorable? Vous nous attendez, honorable, puisqu'on voit votre image et vous êtes un peu préoccupé. Vous nous attendez? Ça passe? Alors, une question peut-être à Patricia Temouni. Après avoir suivi un peu les nouvelles d'Italie, d'Allemagne et d'Espagne, avec toutes les manifestations, qu'est-ce que vous en dites? Les manifestations sur les agriculteurs. Qu'est-ce que j'en dis? Je pense que c'est une conséquence immédiate de la prétendue guerre qu'on a voulu, en fait, que les Européens ont voulu faire à la Russie. Hein. Je pense qu'on va aller de cascade en cascade, de conséquence en conséquence, comme ça. Et les agriculteurs ont été très brimés, surtout avec la hausse des prix des matières premières et aussi les taxes, etc., dans différents pays, notamment ici aussi en Angleterre où je suis. Je suis à Londres en ce moment. C'est la même chose. Hein. Sauf qu'ici à Londres, c'est dans une mesure un peu moins prononcée que dans les autres pays européens, parce que, comme vous devez le savoir, ici, on a eu le Brexit il y a quelques années, ce qui a permis aux Anglais de pouvoir se détacher un petit peu et d'acquérir une certaine souveraineté en termes de prix et tout ça, pour pouvoir ne pas subir, en fait, la crise financière de plein fouet comme les autres la subissent aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça mon commentaire sur les agriculteurs, et puis voilà, quoi. Oui, alors, merci beaucoup pour ces commentaires. Alors, les agriculteurs, comme on disait en Italie, ils sont dans les environs, mais ils sont un peu pacifiques par rapport à la France, puisque en France, ils bloquent carrément, mais ici en Italie, ils s'approchent juste de la ville, mais sans causer beaucoup de dégâts. Alors, nous allons encore essayer de tenter, de patienter un peu. Je demande vraiment aujourd'hui votre patience. Ce n'est pas de notre faute. C'est la faute de la connexion en République démocratique du Congo. Et alors, pour vous distraire un peu, vous êtes tous là des Congolais. Demain, je crois que c'est le grand match des Léopards en attendant. Quel pronostic vous avez pour le match de demain? Ah, mais vous avez peur de parler, mais parlez. Hein. Je pense qu'on va gagner peut-être 3-1. Certainement 3-1. On est dans une bonne lancée là. Il y a une équipe qui joue bien. Ils sont structurés. Ils ont un bon entraîneur. Des personnes qui les encadrent visiblement bien. Ça se sent dans l'esprit d'équipe, dans le jeu surtout, ça se sent parce qu'ils sont vraiment en phase de progrès. Je pense que le recruteur a fait de bons choix en choisissant les joueurs qu'il a pris là maintenant. Et je suis certaine qu'il a eu beaucoup de pression par rapport à ça, mais bon,
nous le félicitons. Déjà, nous sommes en demi-finale, ce qui est vraiment un exploit pour le Congo. Mais bon, on est bien parti et je pense qu'on va gagner. Hein. Il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas cette coupe. Il n'y a aucune raison qu'on ne la gagne pas. Donc, moi, je dis 3-1. Et voilà. Ouais, ça, c'est déjà positif. Alors, le score, Stani, puisque... Stani n'est pas d'accord. Je le vois. En fait, moi, je ne me prononcerai pas sur les scores. Je dirais simplement, je souhaite que l'on gagne. Parce que nous jouons contre les pays organisateurs. Et bon, ils sont chez eux, ils ont l'appui de la population, ils ont le mental. Et bon, ils jouent avec pressing, même si j'ai appris qu'il y a beaucoup de blessés, des blessures hein, parmi les joueurs. Donc, ça peut être une chance pour nous. Ah, les joueurs ivoiriens. Oui, parmi les joueurs ivoiriens. Mais nous devons jouer. Donc, ça sera un grand match, moi, je pense. Et je suis d'avis qu'on va gagner. Les scores, je m'en préserve. Mais je pense que la RDC va le remporter. Alors, Yves, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu serais comme ça? Tu n'es pas sûr de ton équipe. Moi, franchement, pour tout vous dire, moi, je crois qu'on va faire match nul. Et après, on va aller au tir au but. Et ça va être la grosse crise de tension pour beaucoup. Mais bon, franchement, il faut dire qu'on ne s'y attendait pas. Je vais vous donner une petite anecdote. Quand la CAN a commencé, je ne me disais pas qu'on allait arriver si loin. Et dire que j'étais à Kinshasa il n'y a pas très longtemps. Donc, j'ai refusé d'acheter le maillot. Je me suis dit que je vais jeter l'argent par la fenêtre. Et là, maintenant que nous sommes en demi-finale, j'essaie d'avoir un maillot. Et ben, c'est difficile. Hein? Out of stock, surtout Kinshasa. Donc, je peux t'envoyer un. Ah. Voilà. Donc, pas de pessimisme. Alors, du côté d'Allemagne, Fortuna? Moi, je suis congolais, donc voilà, tout l'espoir est que notre équipe puisse gagner cette compétition. Et voilà, et puis bon, moi, vous savez, dans la famille, ma petite sœur s'est mariée à un Ivoirien, et voilà, c'est la famille panafricaine, je suis très panafricain. Donc, j'espère que la RDC gagne. Si la RDC ne gagne pas, ça sera toujours l'Afrique qui gagnera. Et la Côte d'Ivoire, je l'ai aussi dans mon cœur. Je veux que le Congo gagne. Alors, essayons peut-être de voir si notre invitée, même si on ne la voit pas, je vois qu'elle a une bonne connexion. Est-ce qu'elle nous attend au moins? Est-ce que, honorable Dorothée, vous m'entendez au moins? Honorable, est-ce que vous nous attendez au moins, puisque là, il n'y a pas d'image? Honorable, est-ce que vous êtes là? Il y a vraiment des sérieux problèmes qui nous abîment l'émission d'aujourd'hui. Et c'est vraiment très désolant hein, quand on a des problèmes comme ça de notre pays. Ces problèmes de connexion durent depuis des années et des années, on n'arrive pas à résoudre et ça ne nous permet pas de faire de bonnes émissions. Et là, nous sommes coincés puisque elle venait même d'échanger, je crois, le téléphone. Je vois que la connexion est bonne, mais elle ne nous attend même pas. Est-ce qu'honorable, vous nous attendez? Ah non, il y a un sérieux problème là, un petit souci. On ne sait pas si elle va revenir. Alors, on essaie un peu de la prendre là. Honorable, est-ce que vous nous attendez? Mais maintenant, le son. Ah, vous êtes là, on vous attend, honorable. Le son n'est pas là. Oui, le son est là, honorable. Nous, on vous attend. Non. Nous, on vous attend, honorable. Voilà le problème technique. Nous, on l'attend, mais nous ne nous attend pas. Nous, on vous attend, honorable. Est-ce que vous nous attendez, honorable? Honorable, vous nous attendez puisque nous, on vous attend. Il faudrait peut-être essayer de l'appeler sur un autre téléphone. Oui, mais nous, on vous attend, honorable. Nous, on vous attend. Mais maintenant, je n'ai pas le son. J'ai un téléphone, on ne sait pas ce qui se passe.
Vraiment, lui a envoyé un message pour la prévenir qu'on l'attend. Alors, je ne sais pas. Alors, je vous demande peut-être encore de continuer à commenter le match afin que moi, je puisse autrement la contacter. Voilà. Alors, celui qui parle toujours de Real Madrid, il peut encore parler. Hein. Comme ça, moi, j'essaie de contacter quand même. Oh non, on ne va pas parler. Notre invité du jour, c'est triste comme ça en direct. Non, on ne va pas parler du Real Madrid. Hein? Parlons de Liverpool qui s'est fait tabasser là-bas. Parler de ça, comme ça, avec le professeur, comme ça, en attendant, moi, je contacte d'abord notre invité, puisque c'est quand même triste de finir comme ça. Allez, continue encore à parler de foot. D'accord. Bon, déjà pour les léopards, je suis un très mauvais pronostiqueur, donc je ne vais pas m'avancer sur ce terrain qui est très glissant, mais j'espère que les léopards gagneront par 2-1 et que comment ça des sabres, lui, il saura quand même proposer une composition d'équipe qui tienne tête vraiment à la Côte d'Ivoire, qui n'a rien à perdre de toute façon. Hein. Et donc, il va jouer son va-tout pour franchir l'obstacle RD Congo. Oui, quant à Liverpool, oui, j'ai suivi le match avec beaucoup d'intérêt, comme je suis fan d'Arsenal. J'ai bu du bon lait britannique, hein, moi qui ne bois pas de lait d'habitude, donc j'étais aux anges. J'ai vu effectivement que l'équipe de Liverpool était très dépassée par la vivacité d'Arsenal. Et puis, il y avait beaucoup de nervosité dans la défense de Liverpool, que ce soit Van Dijk, que ce soit le gardien. L'équipe n'a pas été à la hauteur face à Arsenal. Et puis, l'autre champion qui déroule… On a perdu le professeur. Pardon, vous ne m'entendez pas? On vous entend. Oui, donc… de l'autre côté… C'est vous qui avez des problèmes, hein? Le professeur est là. Oui, exactement. Et que donc, de l'autre côté, bon, si on prend Manchester City, bon, il déroule. Hein, c'est presque trop facile pour Pep Guardiola et puis City. Ah oui, bon, là, on l'a retrouvé, notre invité. Je pense que ça va faire. Mais il faut vérifier maintenant si elle nous attend. Est-ce que vous nous attendez maintenant, honorable? Honorable, vous nous attendez? Elle ne nous entend pas. Elle ne nous attend pas. Oui, c'est ce qu'elle dit. Hein. Alors, continuez à parler, je vais chercher une solution. D'accord. Oui, donc je vais terminer avec Manchester City. Bon, c'est trop facile pour Pep Guardiola. Hein. C'est vraiment trop facile. Non, mais c'est comme un peu ici en Espagne. Nous sommes en train de voir comment est-ce que le Real Madrid continue à terroriser le championnat. Parce que mine de rien, c'est une équipe qui est plus ou moins vieille, mais qui continue à engranger de très bons résultats. Et la plus grosse surprise, c'est les pétrodollars que les Saoudiens ont injectés à Granada. Une équipe qui, il n'y a pas 3 ans, elle était en 2e division B, l'équivalent de la 3e division, et qui aujourd'hui est le 2e au championnat. Incroyable. Hein? Mais qu'est-ce qu'on dit de la venue de Mbappé éventuellement Ça, c'est un acquis. C'est un acquis pour mes amis madrilènes. Et donc, très certainement, cet été, on va assister à une grosse opération de marketing de la Maison Blanche. Et vous ne serez pas surpris de voir peut-être le père débarquer ici pour nous chambrer avec sa carte. Non, le football, c'est une philosophie et pour moi, le Real Madrid a sa philosophie et le Barça a la sienne. Et je suis beaucoup plus partisan du Barça, un peu comme de l'Arsenal. Un sport, disons, un jeu de passe, d'équipe, jeu rapide. Et puis voilà. Mais Xavi n'a pas su remettre Barça sur le bon chemin. Hein. C'est difficile.
c'est difficile, c'est difficile. Au fait, le problème ici en Espagne, et c'est ce que je dis toujours à mes compatriotes, c'est que on doit apprendre des erreurs des autres. L'Espagne est un pays où nous avons différentes nationalités et la nationalité catalane, elle est vraiment spéciale dans la mesure où elle se ressemble tellement à la nationalité française dans l'orgueil de soi, mais aussi dans ce côté espagnol de vouloir toujours s'imposer. Et dans le cas actuel, pour le Barça, nous avons eu des personnalités à la tête du Barça qui ont fait en sorte que l'équipe ne se renouvelle pas et que l'on assiste à une fin de cycle aussi désastreuse. Il ne faut pas que le père écoute ça, sinon... Non, mais bon, la Dream Team de Barça, c'est fini, hein, ça ne reviendra plus. Ça reviendra. Oh, vous avez basé toute l'équipe sur Messi, vous voyez maintenant les conséquences. Hein. Nous, on a déjà oublié Ronaldo de toute façon. Alors, nous allons essayer encore de voir. Honorable, est-ce que vous nous attendez au moins cette fois-ci? Toujours pas. Vous nous attendez, honorable? Aïe, 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 aïe. Bon, on essaie encore de débattre des sports en attendant, hein, afin qu'on trouve quand même une solution pour clôturer l'émission. On va résoudre les problèmes techniques. On n'a jamais eu un problème très technique comme ça, mais on verra. Essayez encore de parler des sports et puis j'essaie de trouver une solution. C'est compliqué. Une boutade comme celle-là en train de dire qu'on a basé notre équipe sur Messi, c'est complètement faux. L'équipe a été complètement constituée d'anciens joueurs des jeunes recrues de la Masia. Le centre de formation du Real Madrid, c'est à peine qu'il forme des bons joueurs comme celui de Barcelone. Voilà un peu la réalité. Donc, mais pourquoi est-ce que la mayonnaise ne prend pas? C'est ça le problème. En fait, depuis que les Xavi et puis son compère Iniesta sont partis, et puis bon, les historiques en défense sont partis aussi. L'équipe est complètement déstabilisée. On a recruté des joueurs qui ne correspondent pas au profil de Barcelone, et finalement, on se retrouve avec une équipe bancale, avec des joueurs qui n'auraient même pas pu se retrouver à Barcelone à une certaine époque. C'est ce que je dis, on ne laisse pas aux jeunes le temps de mûrir. Et en plus de cela, on les a mis directement dans le bain de la haute compétition. Regardez un peu quelqu'un comme Messi quand il a commencé. Messi, quand il a commencé, il y avait Ronaldinho qui jouait, il y avait Samuel Eto'o. Ce sont des gens qui les ont aidés à faire leurs armes et à prendre confiance en eux. Mais quand Messi part, on donne la responsabilité d'être le numéro 10 à Ansu Fati. Ansu Fati, il avait 20 ans quand il a hérité du numéro 10 de Messi. C'est un poids énorme. Donc, psychologiquement parlant, ces jeunes, ce sont des enfants. Disons-nous les choses telles qu'elles sont. Bien sûr. Et on ne peut pas les mettre à jouer contre quelqu'un comme Kraus ou comme Modric et espérer qu'ils vont performer comme s'ils jouaient avec des jeunes de leur âge. L'expérience joue. Et moi, je dis qu'il faut laisser le temps au temps. Ces jeunes, techniquement parlant, ils sont très bons. Ah oui, oui. Mais bon, la valse des entraîneurs. Voilà. En fait, la fièvre des résultats. Vous imaginez un peu pour chaque défaite que le Barça a en Champions League, ce sont des millions de dollars de pertes pour le budget annuel de l'équipe. La même chose en Ligue pour ne pas être dans les 5 premiers. Quelqu'un comme une entreprise comme Nike, pour être l'équipementier de Barcelone, a des conditions vraiment, vraiment draconiennes en termes de résultats pour l'équipe. Et d'ailleurs, c'est pour cela que si vous regardez bien, il y a certaines personnes qui ont commencé même à demander à ce que le Barça puisse changer d'équipementier. Aujourd'hui, j'apprends que
très probablement, Puma risque de se retrouver être l'équipementier de Barça. Donc, bah oui. Donc, c'est pour vous dire que la compétition est sérieuse, mais la planification comme telle de l'équipe n'a pas été bien faite. Oui, oui. Bon, c'est aussi le choix des présidents qui se sont succédés aussi à la tête du Barça. Justement, il y a de ces présidents du Barça qui sont entrés beaucoup plus dans la politique que dans la vie sportive de l'équipe. Quelqu'un comme Laporte, c'est un indépendantiste convaincu. Et c'est pour cela que même l'un de ses choix en premier lieu, c'était Xavi, parce qu'il est de la même obédience que lui. Alors qu'il y a certaines voix qui préconisaient d'autres personnes, puisque qu'on se le dise, Xavi n'a pas l'expérience que peut avoir Ancelotti. Alors, qui va lui succéder? Est-ce qu'on a un nom, un pressentiment? Si je vous dis le nom que le président actuel est en train de supputer, ça fait mal au cœur. On est en train de parler de Rafa Marquez. Non! Donc, ça fait mal. Mais bon. Non, c'est pas possible. Il n'a aucune expérience, il va entraîner comment? Moi, je croise les doigts et on espère que avec la bonne Coupe d'Afrique que notre compatriote est en train de faire, parce que son nom a été cité à plusieurs reprises pour renforcer le Chancel Mbemba. Son nom a été cité à plusieurs reprises pour renforcer la défense du Barça. On va voir si... Ça, c'est une bonne nouvelle. Si d'ici la fin de l'année, on peut compter sur ses services. Mais il faut dire que l'actuelle politique sportive du Barça laisse à désirer. Et je suis un Barcelonais pur sang. Et ça fait mal de le reconnaître. Mais... Ah oui, non, mais ça c'est franchement, c'est une grosse déception depuis un certain nombre d'années. C'est un peu comme l'Olympique de Marseille. Cette déception-là, je crois que le Barça n'a pas fait des bons choix depuis un certain nombre d'années. Vous vous rappelez quand le Barça a pris des joueurs comme Coutinho, Semedo, le Barça a déboursé beaucoup d'argent, mais le rendement n'a pas été à la hauteur. Et donc, c'est avec une série de 400 millions d'euros en 6 ans. Voilà. Donc, toute une série de recrutements comme ça, mais qui n'ont pas donné les résultats attendus. Alors, ça fait que les caisses ont été vidées, et pour ne pas être renflouées sitôt, par rapport à Real Madrid, par exemple, qui a une bonne politique, je dirais même économique. Donc, ils savaient qui prendre, à quel moment les faire jouer et à quel moment vendre pour pouvoir faire de bonnes recettes. Ça a manqué au Barça. Et le résultat, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Tout en parlant sport et revenons à notre pays. Moi, je suis en train de rigoler maintenant parce que quand je regarde notre équipe nationale, nous avons plein de binationaux. N'est-ce pas là le bon moment pour relancer le débat sur la double nationalité ou la binationalité? La deuxième question. Après avoir mouillé autant le maillot pour la RDC, va-t-on refuser demain à Piquel d'être président de la République si un jour il décide d'être président de la République parce que n'étant pas de père et de mère? Il faut poser la question à Thiago. Alors, voyons si l'honorable nous attend maintenant. Honorable, vous nous attendez? Vous m'entendez maintenant? Voilà. Est-ce que vous nous attendez aussi? Oui, ça va. OK. Vous nous attendez, honorable. Alors, nous sommes là, nous n'allons plus vous lâcher. Tout le monde qui est là est pour vous. Voilà. Alors, moi, je vais poser 2 ou 3 questions et puis les autres vont vous attaquer, honorable. Attaquez pas dans le mauvais sens. Alors, honorable, moi, si Nakatia Mibali, on était sur cette question. Ce sont vos électeurs qui ont dit ça. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Aïe. Honorable. Aïe. On n'a pas de chance. On n'a pas de chance. On n'a pas de chance. Encore. Honorable, moi, c'est Nakatia Mibali. Vous êtes là?
On va espérer. Hein. Il faut qu'on croit. Allez, moi, Sinakacha Mibali, honorable, elle est revenue. Vous nous attendez, honorable. Moi, Sinakacha Mibali, qu'est-ce que ça veut dire? Et ils sont en train de parler. Normalement, si la connexion était bonne, j'allais Oh, ça pose encore des problèmes, honorable. On dirait que vous ne nous attendez pas, honorable. Père, Tindelaï au Bénin la prochaine fois avant de la. Honorable, vous nous attendez au moins? Non, ça ne marche pas. Alors, je suis au bout puisqu'on a essayé toutes les techniques possibles. Si elle utilisait l'ordinateur, peut-être. Ah oui, si c'était l'ordinateur. Hein. Alors, c'est la dernière proposition que je vais lui faire. Continuons encore. Oui. Continuons encore à parler des sports et puis je vais lui proposer un peu. C'est vrai que l'ordi, c'est plus rapide, hein, c'est plus simple. C'est ce que j'avais dit. Mais le problème, c'est la connexion à l'Internet, en fait. C'est ça, voilà. Les grands soucis. Alors, continuons encore à parler. Vous ne parlez pas mal de Real Madrid. Hein. Non, mais il va poser 2 questions. Bon, j'essaie d'abord de trouver solution puisqu'on ne doit pas dépasser 1h30. De toute façon, on a encore au moins 14 minutes pour finir. Hein. Voilà. D'accord. Patricia, tu peux peut-être répondre à ces 2 questions. Hein? Mais les questions sont adressées à qui? Moi, je ne vous entends pas. Le micro, Patricia. Excusez-moi, moi, c'est vraiment parce que j'ai mute mon micro. Hein. Je n'ai pas fait l'honorable. Oui. Bon, en fait, rappelle-moi la question, s'il te plaît. C'était par rapport aux binationaux et au jour où quelqu'un comme Piquet déciderait de devenir président de la République, si on va lui refuser de devenir président parce que sa mère n'est pas congolaise. Ah, ouais, c'est vrai que c'est un débat très important qu'on doit avoir. C'est une discussion qu'on doit avoir. On a vu dans les dernières campagnes ici comment ça s'est passé avec les candidats, notamment le candidat Katumbi. C'était quand même désolant. Moi, j'ai trouvé ça quand même désolant parce que ce genre de discussion, au niveau de l'État, c'est des genres de discussions qu'on aurait dû avoir il y a 20 ans, 30 ans certainement. Et c'est aujourd'hui en 2024 qu'on se retrouve, 2023, pardon, parce que la campagne était encore en 2023, on se retrouve à attaquer un candidat sur sa nationalité, enfin, sa prétendue nationalité, puisqu'on sait qu'il est de nationalité congolaise aujourd'hui, il a pu le prouver. Donc, je dis que c'est quelque chose, en fait, qu'il faut vraiment trouver une solution, parce que de plus en plus, les générations qui arrivent, notamment après la nôtre, puisque moi, par exemple, je suis née au Congo, mais mes enfants sont nés en Europe. Donc, je ne pourrais pas dire à mon fils, si un jour il veut se présenter, je ne pourrais pas lui dire que non, tu ne peux pas te présenter au Congo en tant que député ou quoi que ce soit parce que tu n'es pas congolais, parce que lui s'estime congolais, étant de père et de mère congolais et congolaises. Donc, c'est vraiment quelque chose dont il faut trouver une solution assez rapidement. Et j'aimerais bien entendre l'honorable là-dessus aussi, ce serait important, puisqu'elle est députée et qu'elle pourrait apporter une réponse à ce problème que nous avons, en fait. Est-ce qu'elle nous entend? Oui, le problème, c'est que ça sort entrecoupé. Je n'ai pas bien perçu la question. J'ai entendu des brides de réponses. Donc, si on peut circonscrire la question pour que je puisse bien la cerner et puis voir dans quelle mesure répondre. Aïe, aïe, aïe. Bon. Non, on vous entend. Hein? On oui. vous entend. Ça. On vous entend. Hein? D'accord. Alors si Mme Patricia peut répéter la question. C'est en fait la question des doubles nationalités. C'était la question de Yves. Alors, je lui laisse la primeur de poser sa question. Non, on était en train de parler de football et de l'apport vraiment positif que les joueurs binationaux ont apporté à l'équipe. Et oui. dans ce cadre-là, on est en train de discuter sur le fait que comment est-ce qu'on va régir la question de la double nationalité. C'était une promesse du président dans son premier mandat et dans le deuxième mandat, j'espère qu'il va pouvoir la concrétiser. Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'était par rapport
au statut d'un joueur comme Piquel, qui, après avoir autant mouillé le maillot pour la RDC, si demain il décide de se présenter candidat au présidentiel, si on va lui refuser, et au regard de sa notoriété, de devenir président de la République, tout simplement parce que l'un de ses parents n'est pas congolais. Internet. Oui. Est-ce que vous continuez à nous entendre, honorable? Oui, on vous entend. Voilà. Bon, la question de la double nationalité, je pense que dans mon entendement, c'est une question qui concerne... je vous ai suivi, vous avez parlé des enfants qui ont la nationalité étrangère, mais je pense que la question des doubles nationalités, à l'instar des autres pays, concerne des citoyens de nationalité d'origine d'un pays X qui adoptent la nationalité d'un autre pays. Donc, à la base, ils ont une nationalité et ils adoptent la nationalité d'un autre pays. Et la nationalité, on l'acquiert comment? Et si je prends l'exemple de notre constitution, où là, c'est la nationalité, et congolais, l'enfant naît d'un père ou des mères congolais. Donc, dans ces cas de figure, si vous avez votre enfant qui est congolais, à la base, puisque vous, en tant que mère ou père, vous transmettez la nationalité congolaise, et un enfant comme ça qui acquiert une autre nationalité, au regard de la loi actuelle, partant du principe que la nationalité congolaise est inexclusive, perd la nationalité congolaise. Donc, il garde que la nationalité, c'est pas belge, française, italienne. Par contre, pour les autres pays africains, c'est par exemple les Sénégalais, les Togolais, ils ont cette possibilité d'avoir la double nationalité, c'est-à-dire ils ont leur nationalité d'origine, qui est sénégalaise ou togolaise, et ils acquièrent une autre nationalité. Bon, maintenant, on nous parle des réformes, on nous dit que la législature que nous entendons, ça sera une législature des réformes. Cette question des doubles nationalités a été posée à plusieurs titres, à maintes reprises. Je pense qu'évidemment, nous avons la génération des enfants, moi-même qui parle. Je pense que je peux me retrouver dans ces cas de figure par rapport à mes enfants qui ont une autre nationalité, mais si mes enfants, ils veulent aujourd'hui, au regard de la loi actuelle, ils veulent assumer des fonctions politiques, ils devront renoncer à leur nationalité qu'ils ont actuellement. Et ça, ce n'est pas interdit par la loi, c'est autorisé, auquel cas ils recouvrent la nationalité congolaise qui devient inexclusive. Bon, maintenant, la loi, oui, je pense que c'est une question qui revient assez souvent et qu'il est opportun qu'on puisse légiférer là-dessus de manière à clore ces débats et à passer à autre chose. Puisque d'après les informations que nous avons, ce qui reste à vérifier, il y a eu quand même, pendant un certain nombre d'années, certains politiques qui ont eu à acquérir d'autres nationalités, mais qui ont quand même assumé des fonctions politiques au pays et il y a eu un moratoire. Mais jusqu'à présent, la législature, je pense, de 2011, où il y avait quand même un nombre important de Congolais, bon, disons, des Congolais d'origine qui avaient une autre nationalité et la question ayant été posée au Parlement, il y a eu un moratoire qui a été décrété. Est-ce qu'on doit continuer sur le moratoire ou on doit carrément légiférer pour ouvrir la nationalité congolaise? Je pense que c'est ça la question qui doit être posée. Et je pense que le président de la République, dans la législature passée, dans le mandat passé, on avait assoupli l'octroi des visas ou le retour des Congolais qui avaient une autre nationalité au Congo, sur le principe que si la personne a un nom à consonance congolais qui rentre dans le patrimoine culturel congolais, on le laissait prendre son avion et c'est ici qu'il venait payer les 90 dollars pour avoir le visa pour l'entrée. Donc je pense qu'il y a déjà des assouplissements comme ça
qui vont nous conduire à ce qu'on puisse légiférer sur la question et assez rapidement. OK, merci. Je crois que vous m'entendez, honorable, vous m'entendez? Honorable, vous m'entendez? Vous m'entendez, honorable? Non, je ne sais pas s'il y a d'autres précisions. Oui, il y a des questions, il y a des questions. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Moi, je vous attends. Nous, on vous attend. Vous nous attendez, honorable? Elle dit qu'elle attend. S'il y a d'autres questions là-dessus, elle peut répondre. Non, mais il faut d'abord que, puisqu'elle ne réagit pas quand moi je parle, est-ce que vous m'entendez? Oui, en fait, elle nous entend, nous, mais pas toi. Ah non, alors on donne voilà. Je ne sais pas. Alors, on donne la parole à Mme Patricia, qui peut aussi avoir des questions. Dans le temps où j'avais perdu l'antenne, il y a eu des questions. Si on peut me le répondre, si ça nécessite que je puisse intervenir, je le ferai bien avec plaisir. Allez-y, Madame Patricia, puisqu'on dirait qu'elle ne m'attend pas. Honorable, est-ce que vous m'entendez? Oui, là, je vous entends. Okay. Plus ou moins bien. Oui. Merci. Alors, pour rebondir sur votre réponse ici par rapport aux politiciens qui ont exercé en ayant une certaine double nationalité, ma première question se pose sur l'éthique. Est-ce que vous pensez qu'il y a une éthique en politique au Congo? C'est ma première question. Et la seconde, ce serait, en tant qu'avocate, la première question, vous avez dit quoi, puisque c'est sorti en coupé? Est-ce que je pense... Est-ce que vous pensez qu'il y a une éthique en politique au Congo? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Continuez. OK. Et en tant qu'avocate, comment vous appréhendez la question de la fraude électorale au Congo? Puisqu'on a vu un petit peu tout ce qui s'est passé avec les élections dernièrement. Comment est-ce que vous avez appréhendé ça? Comment est-ce que vous avez fait pour... Alors, ça, c'est OK. Pour la première préoccupation sur l'éthique politique au Congo, bon, je pense que la politique a ses règles, sa manière d'être faite. Et je vous ai dit ici que c'est en rapport avec le fait qu'il y a eu des députés qui ont exercé leur mandat en ayant une nationalité autre que la nationalité congolaise et qu'il y a un moratoire qui a été décerné au Parlement. Je pense que les droits suivent les faits. Et si vous m'avez bien suivi, j'ai dit que partant déjà de ces jurisprudence-là, si je peux la considérer comme ça va faciliter la légifération de cette question des doubles nationalités. Bon, maintenant, dans les contextes où les moratoires a été prise, est-ce que nous devons parler de l'éthique ou pas de l'éthique? Je ne sais pas, puisque bon, les politiques, ils sont presque pareils partout. Hein. Parce que quand on voit ce qui se passe aussi dans les autres pays, on va évoquer l'éthique. Donc, ce n'est pas seulement le mot éthique l'évoquer pour la situation du Congo, mais en général, c'est toujours difficile de rentrer dans des questions de moralité, d'éthique en politique. C'est complexe. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes qui disent « Moi, je ne veux pas faire la politique, elle est sale ». Donc, quand vous avez pris la décision de la faire, bon, vous allez faire avec les normes ou les règles que vous allez trouver. On va essayer de s'acclimater. Nous qui venons de rentrer en politique, on va s'acclimater et essayer de faire peut-être mieux, et le juste mieux, on va s'adapter. Voilà, puisqu'on ne va pas avoir la prétention aujourd'hui de dire moi je viens en politique, j'amène l'éthique, je fais ceci. Bon, déjà vous êtes minoritaire, vous êtes seul. Bon, à un certain moment, si moi je suis africain, on vous dit Soro komina mboka, bazobina na gauche, yopebina na gauche. Orobina danse ya mboka panati. Mais par là, voilà. Donc je ne dis pas que je vais aller donner des leçons sur des choses que je ne maîtrise pas très bien les contours. Donc j'aurai le temps d'apprendre
et de me faire moi-même une opinion sérieuse pour savoir si réellement l'éthique dont on parle, est-ce qu'elle a la même connotation en politique que dans les autres domaines. Voilà. Maintenant, pour la, oui. Oui, Non, mais pour il y a la une question de la que... fraude électorale, là aussi, oui, il y a beaucoup de matière, à dire, il y a beaucoup de choses à dire sur la fraude électorale. D'emblée, vous savez, les élections, c'est quelque chose de difficile. Il faut avoir les nerfs solides, avoir cette volonté de gagner honnêtement. Mais il y a des personnes qui n'ont pas cette volonté-là, qui mettent des mécanismes en place pour gagner frauduleusement. Ils ont peut-être été abordés, ils ont eu... on a perdu... On l'a perdu encore, malheureusement. On l'a perdu encore, malheureusement. J'ai vu des agents de la CENI qui ont été suspendus. Je me rappelle plus très bien. C'était dans quelle circonscription? Pour qu'on essaie de finir, puisque là, on est déjà dans 1 minute et 30. Sinon, c'est déjà... oui, elle essaie de revenir, hein, espérons. Oui. Alors, vous nous attendez, honorable, vous nous attendez maintenant? Oui, je vous entends, oui, pas trop bien, mais j'ai juste suivi que vous allez revenir. Est-ce que je continue sur oui, continuez rapidement, 1 minute. Voilà, donc je disais qu'il y a des personnes qui se disent qu'ils gagnent les élections honnêtement et d'autres qui se disent qu'ils vont le faire par fraude. Mais comme vous le savez, les élections sont difficiles partout, hein. C'est pas l'apanage du Congo. Les élections sont difficiles partout, les contestations, c'est partout. On a vu en 2020, je pense, Trump est allé casser le Capitole au motif que Joe Biden aurait triché. Donc voilà, les élections, c'est difficile partout. Mais ce ne sont pas des exemples à suivre. Ils ont été sanctionnés. Ce ne sont pas des exemples à suivre. Voilà, ils ont été sanctionnés par la CENI. Aujourd'hui, ils ont introduit des recours au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est leur droit. Bon, on va voir si la Cour va confirmer les sanctions données par la CENI. Il y a déjà, j'ai vu sur les réseaux aujourd'hui, c'est les juges qui vont déterminer, suivant les dossiers qu'ils les ont présentés, quelle est la position qu'ils vont prendre et nous allons nous soumettre, c'est la haute juridiction du pays, donc on va se soumettre à l'arrêt de la Cour. Donc je pense que dans 2 jours, les arrêts vont sortir, donc voilà, on saura ce qu'il en est exactement. Mais au moins, ça a été un grand pas que la CENI ait réagi comme ça, puisque par le passé, il y a eu aussi fraude. On a entendu parler de fraude électorale dans ce pays. Mais au moins, on doit reconnaître que pour une fois, il y a eu des sanctions. Voilà. Alors, honorable, on va bientôt finir, hein. J'ai une question que je ne peux pas rater de vous poser. La population et autres opposants ont décrié, hein, le 21 000 euros que gagnaient les députés de la législature qui vient de finir. On parle maintenant même de plus que vous aurez dans les 30 000. Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez répondre comme c'est une question auquel je dois répondre? Oui. Alors, la population, hein, congolaise a décrié les 21 000 que gagnaient d'émoulement des députés de la législature passée. Et cette fois-ci, on parle même déjà de plus, donc de 30 000. Qu'en pensez-vous? C'est quand même un peu malsain. Vous savez, vous voyez déjà, cette question-là, j'ai dit, est-ce qu'ils font que j'en pleure ou que j'en ris? Mais la première réaction, c'est de rire. Je ris pourquoi? Parce que je pense que c'est une question complexe. Moi, je vais vous dire, OK, tout le monde crie 21 000. Mais les mêmes personnes qui crient 21 000, qui sont nos électeurs. Mais si je vous dis ce matin, entre 6 heures et 23 heures, les demandes que je reçois de ma base, les 21 000, vous savez ce que j'ai dit à ma base? Je leur ai dit, attendez, quand vous allez apprendre que j'ai été rémunéré, mes émoluments m'ont été versés au Parlement, venez. Nous allons nous retrouver à la FIKIN, comme on était là le 16 décembre. Venez le même nombre, nous allons distribuer, nous partager le 21 000.
Puisque moi, je vous dis les demandes que j'ai reçues aujourd'hui, je parle seulement de la journée d'aujourd'hui, entre 6h et 20h30, je suis à 10 000 $. Entre les enterrements, pendant que je suis en train de faire l'émission avec vous, il y a un qui m'écrit Maman, moi, non, Tozakanaya Koufi, il faut te kundaï. Donc, tu en reçois comme ça 5-10 par jour. Donc, au final, ce n'est même pas les députés qui est bénéficiaire de cet argent-là, c'est les électeurs qui en sont bénéficiaires. Mais ça ne devait pas être comme ça dans un pays normal, honorable. Ça ne devait pas être normal comme ça dans un pays. Oui, mais là, c'est une autre question. Puisque là, vous abordez la question de pouvoir d'achat, de minimum vital. Mais tant qu'on n'y est pas, puisqu'on a toujours tendance à vouloir crier au scandale. Mais si vous regardez un député en France, il gagne combien? Entre les frais de représentation, les frais de tenue, vous allez vous rendre compte que peut-être ils atteignent aussi ces sommes-là. Marine Le Pen, qui n'allait pas siéger au Parlement européen, il a été poursuivi pour avoir encaissé plus de 1 million d'euros. Elle est arrivée à 1 million d'euros comment? Parce que je sais, il y a des personnes qui vont me dire, oui, la comparaison n'est pas raison. Mais non, le politique, c'est partout comme ça. Il y a ce qu'ils appellent frais de représentation, de justice, de cela. Moi, je ne sais pas. Je viens d'entrer. Mais il ne faut pas faire de la situation du Congo une situation exceptionnelle, comme si c'est une situation qui n'existait pas et que ça devienne un scandale. Non. Puisque cet argent-là, moi, ça fait 17 ans que je suis rentré travailler au Congo. J'ai commencé à aider les Congolais avec mes revenus d'avocat. Je n'étais pas député. Et je les ai toujours aidés avec mon argent. Donc aujourd'hui, on ne va pas venir me parler de 21 000. Moi, je ne suis pas allé au Parlement pour le 21 000. Voilà pourquoi je dis à mes électeurs, venez, je vais vous rétribuer ça. Mais vous venez les nombres que vous étiez. Comme ça, si vous allez avoir 1 000 francs, 1 000 francs, je n'ai rien à foutre, moi. Mais au moins qu'on comprenne qu'il ne faut pas stigmatiser les députés pour dire non, vous avez 21 000, c'est trop. Trop par rapport à quoi? Par rapport aux responsabilités que nous avons de nos bases. Moi, je dis par rapport non. à ce que gagnent beaucoup d'autres. Maintenant, si vous voulez aborder la question, des professeurs, des enseignants. Oui, c'est une question assez complexe. Si vous voulez maintenant aborder la question du social des Congolais, de son minimum vital, et de ses revenus moyens, ça c'est autre chose. Mais stigmatiser les émoluments du député qu'il partage avec sa même base pour dire qu'il reçoit trop d'argent, moi je ne suis pas d'accord. Ouais. Alors, honorable, on va bientôt finir. Une question, honorable. Voilà. Alors, vous nous représentez maintenant. Oui, effectivement. Je ne suis pas d'accord. Et puis, même mes électeurs, là, je commence même à me dire, je dis, mais je devais rester tranquille, continuer à les aider, comme je les aidais avec mes revenus d'avocat. Mais là, je vous dis sérieux, je peux vous envoyer des messages. Ils ont tous des problèmes de garantie locative. Quand autant de mois, autant de loyer, 1 000 $ par-ci, 1 500 par là, enterrement par là. Le matin, aujourd'hui, je suis à 10 000 $. J'ai même appelé mon mari ce matin, je lui ai dit, mais attends. Et il m'a dit, non, non stress. Je pense qu'il faut simplement ne pas trop faire, parce que c'est stressant. Oui, ça ne fait que commencer, honorable. On peut même piquer une crise avec ces demandes de nos électeurs là. Mais je dis, mais si ça doit être comme ça pendant les 5 ans, mais c'est pas possible. Oh. C'est pas possible. On ne peut pas vivre comme ça. Oui, oui, oui. Alors, rapidement, est-ce que quelqu'un a une question? Rapidement, 2 questions seulement. Quelqu'un a une question à l'honorable? Question. Oui, vas-y, Yves. Non, moi, j'ai beaucoup. D'accord. Moi, ça va être rapide, mais j'entends ce que... il nous reste 1 minute. Oui, j'entends ce qu'elle dit, mais on a vu sa fougue d'avocate, hein, mais c'est très bien. Non, c'est juste une petite question. Quand j'entends son nom, Madia, ça me fait penser à une autre Madia, Faïk Nzouji. Est-ce qu'elle est parentée à Faïk Nzouji Madia ou pas? Parce que même de visage, elle lui ressemble un peu. Voilà. Non, je ne suis pas parenté, mais je pense que c'est des noms qui font partie du patrimoine culturel congolais.
Et peut-être ça se trouve qu'il est... C'est une femme, non? Oui. Oui, elle doit être du Kasaï, je pense. Tout à fait. Voilà, donc étant aussi du Kasaï, je pense que bon, c'est un nom de notre patrimoine. Et puis le nom est aussi au Congo central et dans le Bandundu. Donc ça fait partie de notre patrimoine culturel. Mais l'origine du nom est du Congo central. Moi, c'est Nakatia Mibali. Voilà, moi, c'est Nakatia Mibali. Cette question, vous n'avez pas répondu puisqu'il y avait des problèmes de connexion. Oui, moi, c'est Nakatia Mibali. Je pense que bon, déjà au départ, il n'y avait pas beaucoup de candidates femmes. Et puis, il faut se battre entre ces hommes qui ont peut-être l'habitude, qui ont, bon, on suppose, hein, c'est une présomption, qu'ils ont plus de moyens que les femmes. C'est ça déjà parmi les handicaps qu'on cite pour les femmes qui vont en politique. Et surtout s'il faut battre campagne, souvent ils ont un problème de ressources. Bon, voir une femme qui a bâti sa campagne, puisque bon, je l'avais fait, cette campagne-là. J'avais dit, les électeurs du Moamba seront conditionnés par mon nom, et je l'ai fait. J'ai mis mes banderoles partout, il y en avait partout. Donc, personne ne pouvait quitter Moamba, sortir de sa maison sans voir une banderole, un panneau, une affiche de Maître Dorothée Madia. Et peut-être c'est pour ça qu'elle dit, moi, c'est Nakatia Mibali. Bon, on l'a fait avec conviction, on n'a pas lésiné sur les moyens et ça a porté le fruit que ça a porté. Et nous pensons faire la même chose, apporter un travail de qualité au Parlement pour pouvoir vraiment défendre notre base et la population congolaise en général. Allez, alors, une dernière question, Yves, rapidement, 30 secondes. Père, moi, c'est une autre émission parce que cette émission, on n'a pas pu... Je veux vous demander seulement de lui envoyer un peu d'eau bénite et d'huile bénite. Waouh, merci. Mais elle est là, elle sait déjà que j'avais envoyé ça. Elle sait ça, elle vous dira peut-être. Merci beaucoup, merci beaucoup. À son anniversaire. Surtout que je suis catholique, pratiquante, donc ça me va droit au cœur. Merci pour la bénédiction. Voilà, je voulais poser, bon, entre Bana Tchangou, quoi ça, même pas Tchangou. Moamba. Je voulais savoir un peu. Vous êtes de quelle commune à Moamba? Lemba. Lemba. Ah, moi, la matinée. Oui. On est britannique. Ah, ok. Ok, c'est très bien. Matete, quel quartier? Mutoto. Mutoto? Ah, c'est très bien. Alors, avant que la connexion ne parte, hein, bon, nous aussi, c'est Lemba Terminus. Oui, moi, c'est Lemba Terminus, voilà, c'est très bien. Bon, donc, alors, on est entre nous des mots en bas. Alors, il y a encore une autre question, sinon la coterie, on va terminer. On a débordé énormément, on était déjà en retard. Mais honorable, vous reviendrez encore. Hein, avec une bonne connexion. Je reviendrai, avec plaisir. Avec une bonne connexion. Puisque là, vraiment, bien sûr, comme on dit en lingala, totiki batona posa. Ça, c'est vrai. Alors, un dernier mot, honorable, un dernier mot de votre parcours. Des auditeurs. Oui, étant devant un honorable, je sais que j'allais être bombardé de questions, mais c'est dès que partie remise. Je suis là pour ça. Okay. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé, malgré les aléas, les difficultés de connexion, comment est-ce que vous avez trouvé les dialogues avec les visuels? C'est mieux que non, mais c'est très bien. Ça permet une bonne connexion avec la personne qui est en face. C'est bien. En tout cas, c'est une bonne innovation. Parce que la première fois, c'était juste audio, mais ce n'était pas visuel. Donc, c'est très bien. En tout cas, j'encourage. OK. Alors, merci beaucoup, honorable Dorothée, honorable maître. Dorothée. Oui, maître, ça doit toujours rester. Honorable maître Dorothée, merci beaucoup de votre disponibilité. Merci beaucoup et de dire bonsoir à tous les auditeurs. Que la prochaine fois, espérons que la connexion sera bonne et voilà, on va passer des bons moments. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Alors, nous remercions l'honorable maître Dorothée Madia pour sa disponibilité. Nous nous excusons encore pour les difficultés de connexion et nous nous excusons aussi pour les grands retards qu'a pris cette émission. Et j'espère que les gens qui nous ont suivis, malgré les difficultés, ont pu quand même connaître un peu l'itinéraire qui a conduit maître Dorothée Madia jusqu'à
à l'Assemblée nationale. Nous remercions aussi ceux qui ont été avec nous, hein, nos correspondants. Merci à Yves, M. Yves Cache depuis l'Espagne, fidèle de fidèles. Merci aussi à Madame Patricia Temouni. Merci au père Stani Kambashi depuis Rome et l'Italie, et donc, disons, et le Vatican. Merci à Ekuchu Mamboulou, Fortuna depuis l'Allemagne. Merci aussi au professeur Alfred Chango, qui est intervenu cette fois-ci depuis le Royaume-Uni, mais c'est notre correspondant fidèle en France. Et je crois que je n'ai oublié personne. Et il ne me reste plus qu'à remercier ceux qui nous ont suivis à travers les réseaux sociaux, à travers YouTube, à travers Twitter, à travers Facebook et à travers Instagram. Et nous allons nous retrouver vendredi prochain pour une autre édition de Dialogue avec. Et alors, nous souhaitons la bonne chance à notre équipe Léopard qui joue déjà demain. Nous souhaitons passer à l'étape de la finale et gagner encore une fois comme il y a à peu près 40 ans, un peu plus même. 50 ans. 50 ans. Donc, oui, donc j'en profite aussi pour... disons, désolé pour nos amis ivoiriens, nous on veut la finale de toute façon. Voilà. Alors, bon, je peux avoir 2 secondes. Oui, allez-y, allez-y. Souhaiter bonne chance à nos léopards et aussi une pensée pieuse pour nos populations de l'Est de la RDC. De l'Est de la République démocratique du Congo. En tout cas, nous sommes de cœur avec nos frères et sœurs de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, au revoir et à très bientôt. Nous nous retrouvons très prochainement. Au revoir. Au revoir. Et monsieur. Allez,